Les mentalités sont influencées. Les mentalités sont aujourd'hui influencées dans le sens de cette religion de l'argent. Les chercheurs gagnent leur promotion dans le respect de cette boule scientifique déviante. Même la médecine n'est pas épargnée et la pensée hétérodoxe est aujourd'hui combattue. Moi, j'ai eu quand même à être en contact avec beaucoup de lignes, de paradigmes de pensée. Hein. Je suis un économiste quand même qui a, en termes méthodologiques, été au contact de beaucoup d'aspects. Je ne me suis pas cherché une idéologie en tant qu'économiste. Je ne me dis pas libéral ou sociodémocrate ou socialiste ou communiste. Je ne me définis pas comme tel. Je ne me définis pas comme un orthodoxe ou bien comme un hétérodoxe. Mais en faisant l'analyse des paradigmes de pensée économique qui ont été développés que j'ai eu à rencontrer durant mon cursus, j'ai plutôt un penchant vers l'hétérodoxie. Même si je considère que l'orthodoxie est utile. Si on sait que, effectivement, la création des richesses est la base pour répartir les richesses, je suis tout à fait d'accord qu'il faut une très bonne mécanique pour créer l'argent. Mais quand même, il faudrait quand même qu'après que l'argent est créé, qu'on tout simplement s'occupe de la répartition secondaire des ressources à telle enseigne de telle manière à combattre les inégalités, à combattre les iniquités sociales, à combattre donc les distorsions sociales. Parce que donc moi j'ai tout à fait, j'ai été tout à fait séduit donc par un certain nombre d'idées hétérodoxes, même si j'ai embrassé l'orthodoxie. L'hétérodoxie qui tout simplement est arrimée sur la conscience que l'environnement est limité, que la Terre ne se remet pas systématiquement des griffes de l'homme, parce qu'on a pensé jusqu'à une certaine période que à chaque fois que l'homme agressait la Terre avait la possibilité de se régénérer. Et on s'est rendu compte que c'est faux. On est en train de détruire la Terre. Et je pense que cette pensée hétérodoxe-là a été combattue tout simplement à la faveur de l'exacerbation du capitalisme. Je ne suis pas contre les capitalistes, je ne suis pas contre la création d'argent, mais j'appelle quand même à une réflexion approfondie sur cette question-là pour trouver donc des solutions. Ce n'est plus un secret. La nature n'est pas un bien illimité, comme cela est bien mentionné dans la Bible, dans le Coran. Le Coran révèle dans le verset 50 de la sourate 54, en vérité, nous avons créé toutes choses avec mesure. Donc la terre est créée avec mesure. Il y a quand même une limite. Et le verset 186 de la sourate 2 mentionne, et dépensez pour la cause de la, et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la ruine. Et faites le bien. En vérité, Allah aime ceux qui font le bien. Bon, je pense que ça, c'est un débat sur lequel je ne peux pas m'attarder. C'était juste pour montrer que, effectivement, il y a une pensée sublime qui nous montre effectivement que par nos propres mains, nous pouvons nous mener vers notre propre perte. Parce qu'aujourd'hui, par nos propres mains, nous sommes en train de creuser notre tombe. Par nos propres actes, nous sommes en train de détruire la terre. Par nos propres actes, nous sommes en train de vraiment nous mener vers la perdition. Et il faudrait aujourd'hui quand même qu'on dise stop et qu'on réfléchisse ensemble en toute main, en toute humanité, pour pouvoir trouver donc une solution à la situation. Au Sénégal et partout dans le monde, les dérèglements climatiques créent beaucoup de catastrophes, comme ce qui s'est passé en octobre au nord du pays. Vous savez qu'il y a un mois environ, moins de un mois d'ailleurs, il y a eu un cru du fleuve Sénégal mêlé à des précipitations qui ont donc ravagé les villes de Kidira, à l'est du pays, à Matam, à Kédougou, et certains villages, même à côté de Tambacounda, ont été donc touchés. Pour vous dire simplement que le dérèglement climatique, c'est un problème. Et les gens, c'est comme si la communauté mondiale donc, est insensible par rapport à l'avancée de cette situation-là. L'offre mondiale de produits alimentaires est contractée par ces inondations et les incendies qui ravagent les cultures de blé, de maïs, de riz, de soja à travers le monde. Vous vous rappelez les émeutes de la faim en 2006, à partir de 2006, on a commencé à se rendre compte de comment les dérèglements climatiques, les inondations, les incendies ravageaient les champs de blé, les champs de maïs, les champs de soja en Australie, au Brésil, en Espagne ou en Russie. Et on s'est rendu compte, à l'époque, il y avait eu les émeutes de la faim. La communauté internationale, les gens faisaient des manifestations un peu partout. On disait que les produits alimentaires coûtent cher. Mais c'était une question d'offre. La population mondiale augmente, les besoins alimentaires augmentent, et en même temps, l'offre de produits alimentaires se rétrécissait avec ces inondations-là. Ce qui a créé des tensions sur les prix. Et ceci continue jusqu'à présent. Aujourd'hui,
ceci ne s'est pas arrêté. Il y a un danger alimentaire mondial qui se dessine d'année en année. Nous, économistes, nous savons effectivement qu'il y a un danger. Il faut en parler. Il y a des dérèglements climatiques au sud, à l'est du Sénégal, au nord-est du Sénégal, comme je l'ai dit. On s'est rendu compte que beaucoup de productions agricoles ont été perdues. Le gouvernement a mobilisé 8 milliards de francs CFA pour aller secourir des populations qui ont vu toute leur culture donc ravagée par des inondations donc, et par donc, il y a eu quand même beaucoup de pertes de récoltes qui ont été enregistrées. Et ces pertes de récoltes-là sont observables en Europe, sont observables en Asie, sont observables en Amérique, un peu partout dans le monde. Ces pertes de récoltes-là sont observées du fait des dérèglements climatiques. Et donc, quand l'offre baisse et que la population mondiale et les besoins augmentent, c'est une question de loi d'offre. La demande, hein, c'est une question d'offre. La loi de l'offre, c'est que quand les besoins augmentent, les prix vont augmenter. C'est normal. Quand les besoins augmentent, l'offre augmente, les prix augmentent. C'est ça la loi de l'offre. Maintenant, la loi de l'offre et de la demande, c'est que quand effectivement il y a des situations économiques mondiales, des situations de force majeure qui rétrécissent l'offre de produits alimentaires, effectivement, la demande augmentant, ça peut se manifester sous forme d'augmentation du prix. C'est pourquoi les gens expliquent l'inflation et tout ça par d'autres mécanismes. On indexe autre chose, la cherté de l'énergie. Effectivement, l'énergie coûte cher, mais c'est qu'aussi l'offre mondiale de produits alimentaires baisse. Il faudrait le reconnaître. Une étude publiée dans la revue Science en 2018 révèle que le changement climatique devrait diminuer le rendement des récoltes céréales. Cette étude a été dirigée par une équipe de scientifiques des universités de Washington, du Colorado et du Vermont, qui montre que l'activité des insectes ravageurs de culture va accroître avec la hausse des températures. La publication se base sur 38 espèces, dont le puceron, le perstige, la tourdeuse, du riz. Les pertes de récolte pour 3 céréales de base, riz, maïs et blé, vont augmenter considérablement en mesure que le climat va se réchauffer. Donc, vous voyez qu'il y a un danger alimentaire mondial. On ne peut pas, dans un monde où on attend une population mondiale qui va avoisiner dans quelques années les 10 milliards d'habitants, une population africaine qui va être 2,5 milliards d'habitants en 2050, et en même temps, on nous dit effectivement qu'il y a les pertes de récolte qui vont être enregistrées. Alors que la communauté mondiale ne fait pas grand-chose pour avancer sur la question de cette dérèglement climatique. Ça pose problème. Et nous savons que les bases de données, les informations déjà stockées, offrent une bonne connaissance du phénomène et des ravages rapides et dangereux du réchauffement climatique contre lequel la volonté des États semble être au point mort, malgré les multiples cycles de négociation. Il faut que ça soit clair. Aujourd'hui, on parle de nouvelle compréhension du monde. Nous sommes d'accord. C'est un concept, je vous répète, qu'il faudrait vraiment diffuser pour que quand même d'autres conférences sur une nouvelle compréhension du monde se passent. Parce qu'il y a une nouvelle compréhension du monde à avoir. Ça, c'est vraiment bien vu. Donc, c'est pourquoi je dis, nous sommes tous d'accord que les bases de données, les informations stockées, de toute façon à notre niveau, parce que nous aussi, nous avons un laboratoire qui s'appelle le CREG, le CREFAL, ici à Thiès, nous avons stocké suffisamment d'informations et de données qui nous montrent que le phénomène est connu. Nous savons que il y a un réchauffement climatique, il y a un changement climatique, il y a des changements même climatiques, et que des ravages rapides et dangereux vont être occasionnés par ce réchauffement climatique. Et on sait effectivement que, aussi bien au Sénégal qu'au Mali, en Afrique, en Europe, en Asie, nous savons pertinemment que la volonté des États quand même n'est pas une volonté quand même rassurante pour prendre en charge cette question. C'est pourquoi donc, il faudrait aujourd'hui que la communauté scientifique invente un nouvel argumentaire. Je ne sais pas, il faut être agressif sur l'argumentaire, il faut être agressif sur ce qu'il faut dire. Ou bien il faut tympaniser la communauté internationale en leur disant tous les jours que nous sommes en danger, qu'il nous faut régler ces problèmes-là. Parce que moi, je pense que l'humanité, en termes de compréhension du monde, ce que j'ai compris également, c'est que l'humanité gagnerait mieux à ce qu'il y ait la stabilité. Que ce soit en Palestine, en Israël, au Soudan, en Centrafrique, au Liban, partout. La stabilité, c'est ce qu'il faut chercher. Même ceux qui sont responsables des actes terroristes, parce que des fois, on n'analyse pas la question comme ça. Parce que s'engager dans des activités répréhensibles
comme le terrorisme, généralement, les gens peuvent même justifier ça sur des questions économiques. Pour dire que oui, c'est des jeunes. Par exemple, en Afrique, on sait que beaucoup de jeunes ont été enrôlés dans des groupes djihadistes, des groupes de terroristes et de malfaiteurs. Parce que ces groupes-là leur offraient quand même de la nourriture, leur offraient un camp où ils peuvent s'entraîner, manger à leur faim, vendre de la drogue et leur permettre d'avoir des moyens. Et on explique qu'effectivement, c'est par le désœuvrement, par la pauvreté que ces jeunes-là ont rejoint ces groupes. Donc, la communauté internationale gagnerait à ce que quand même les questions économiques soient réglées et que qu'il y ait plus de partage, mais qu'il y ait plus de solidarité dans la prise en charge des questions liées aux inégalités, dans la question liée au réchauffement climatique et aux inégalités qu'il pose. C'est-à-dire que chacun d'entre nous peut se dire que moi, le temps que je vais vivre d'ici ma mort, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est de l'égoïsme pour moi. Parce que moi, je peux me dire que oui, j'ai 45 ans, bon, dans les 40 prochaines années ou le maximum 50 prochaines années, je serai plus de ce monde. Peut-être, je peux me dire ça. Ou bien dans les, bon, quelle que soit la longévité que j'aurai, je peux anticiper pour dire. Mais ça, c'est l'égoïsme. Si on sait que la terre qu'on va laisser à nos petits-enfants sera une terre peut-être qui va être invivable. Je pense donc il faut aujourd'hui qu'il y ait plus de solidarité. La solidarité, c'est une solidarité actuelle et une solidarité intergénérationnelle qu'il faut activer. Il faut une solidarité intergénérationnelle. Il faut une solidarité. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on appelle développement durable est un mot vide, dont le sens est vidé par nos comportements. Nous savons que nous pouvons vivre sur cette terre-là de manière égoïste, jouir, accumuler de l'argent, faire des jeux, chercher les plaisirs du monde entier, manger à notre faim, voyager quand nous le voulons, en disant que voilà, le temps que je le fais, moi, je serai plus de ce monde. C'est comme si c'est ce comportement-là que les habitants actuels de la Terre ont. C'est ce comportement-là qu'ils ont. Alors qu'il faudrait aujourd'hui être quand même gentil. Il faut être généreux. Il faut être quand même solidaire par rapport à ceux qui naissent, ceux qui vont naître demain, ceux qui vont naître après-demain, ceux qui vont naître dans 10 ans, ceux qui vont naître dans 50 ans. Je pense que c'est ça le raisonnement qu'il faudrait adopter actuellement. Certaines provisions sont cachées aux populations sur les dérèglements climatiques. Je sais que moi, ma maigre expérience me montre que certaines informations sont cachées aux populations par les États. Tant les coûts de résilience sont importants et ne sont pas à la portée des maigres budgets des États, surtout en Afrique. Nous savons qu'au Sénégal, par exemple, c'est un secret polichinelle que plusieurs villes côtières risquent de disparaître dans les 30 prochaines années, alors que l'État n'a même pas les moyens des anticipations à faire sans dette. Ça dit qu'il y a aujourd'hui des anticipations à faire. On nous dit souvent au Sénégal que la nationale 1 qui passe par Rufisque et qui va jusqu'à Tchare va disparaître dans quelques années parce que la mer avance. Ceux qui habitaient, ceux qui habitaient euh, la ville de Rufisque, la ville de Bargny il y a 30 ans ou bien il y a 20 ans, peuvent vous témoigner que la mer était à 200 mètres ou 300 mètres. Ils peuvent vous témoigner de cela. Il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent cela. Que la mer que vous voyez quand vous faites la nationale 1 qui va vers Dakar, vous quittez Thiès, vous partez à Dakar. Une fois que vous dépassez Sébikotane, vous prenez Diamniadio, vous voyez la mer à gauche, vous voyez la mer tout proche. Alors que cette mer-là, ceux qui habitent là et qui habitaient là il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous diront que la mer était à 200-300 mètres et qu'aujourd'hui, la mer est proche de la route. Des simulations ont montré que la nationale 1 au Sénégal va disparaître à l'horizon 2050. Et que beaucoup de populations sont en train aujourd'hui, sont aujourd'hui en danger. Il faudrait que ces populations-là, qu'on les déplace. Mais comment on peut déplacer 500 000 familles dans un pays où le budget a un déficit de plus de 10% et que la dette de ce pays-là fait 83% de son PIB et que ce pays-là a des urgences pour faire la sécurité, la souveraineté alimentaire, pour faire ainsi de suite. Et donc, c'est un peu délicat et que donc ce langage de vérité-là doit être adopté dans les prochaines années. Moi, je suis tout à fait conscient en tant que nouvelle autorité de cette situation-là. Il faudra faire un plaidoyer auprès des autorités suprêmes pour leur dire effectivement que cette question-là doit être changée. De toute façon, dans le nouveau référentiel
qui est donc lancé par le gouvernement du Sénégal le 14 octobre 2024, la question du changement climatique est abordée avec courage, est abordée avec beaucoup de témérité, avec beaucoup de volonté, pour essayer de prendre les problèmes à bas le corps et de faire les collectifs qui peuvent être faits pour ne pas, pour anticiper et éviter les dangers qui nous guettent de jour en jour. Et d'ailleurs, euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire parce que le réchauffement climatique est également responsable de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent en mer et qui peuvent même avoir un impact sur la pêche. Vous savez que au niveau du Sénégal, l'immigration clandestine se nourrit de la pauvreté. Beaucoup de jeunes, c'est parce qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes dans leur culture. Bon, on disait que dans certaines zones arides du Sénégal, l'agriculture ne donnait pas. L'agriculture n'est pas rentable, la productivité agricole est faible, parce que dans un pays où on nous dit que 70% de la population travaille dans l'agriculture et que l'agriculture représente 15% du PIB, on peut comprendre que quand même la productivité est faible. La productivité de la main-d'œuvre est très faible. Et ceci ne permet pas une rémunération suffisante pour les populations. Donc, ces jeunes-là ont quitté les campagnes, ils sont partis en ville. Certains se sont engagés dans le commerce vraiment, euh, le commerce ambulant. D'autres ont choisi d'être dans d'autres secteurs. Mais quand c'est dur, ces jeunes-là sont prêts à tout vendre pour aller essayer l'immigration clandestine. Et au niveau de la pêche également, on constate que le phénomène de l'immigration clandestine concerne de plus en plus la pêche. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est dire la vérité aux populations. C'est essayer de lever euh, tout ce qui peut être levé sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan scientifique, pour essayer d'apporter les correctifs en anticipation de ce qui va se passer dans quelques années. Donc ça, c'est important. Bon, moi, j'ai choisi quand même aussi de vous faire une, euh, une, euh, une analyse chronologique des cycles de négociations sur le climat. Je pense que la plupart de ces négociations-là, on les connaît, hein. Il n'y a pas besoin de revenir sur toutes ces... De toute façon, la question environnementale a été agitée dans les années 70. C'est dans les années 70 quand même que l'humanité a compris effectivement que la nature était un bien limité et qu'il fallait faire attention par rapport donc au dérèglement climatique, qu'il fallait faire attention par rapport donc au changement climatique, aux inondations, aux catastrophes naturelles, et que les cycles de négociation ont été commencés sur le plan international pour effectivement apporter la réplique par rapport aux dangers qui guettent l'humanité. Euh, dans les années 70, il y avait des sommets qui avaient été organisés. Et bon, là où moi j'ai commencé à m'intéresser à la question, c'est peut-être le sommet de Rio en 1992, où la Convention cadre des Nations Unies sur le climat a été donc adoptée en décembre 1997, parce que je me suis contenté quand même de citer les, les rendez-vous qui m'ont le plus marqué. En décembre 1997, il y a eu la COP3, adoption du protocole de Kyoto. Pour la première fois, 37 pays développés et en transition s'engagent sur des objectifs contraignants de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, en novembre 2001, la COP7 à Marrakech, où les accords de Bonn et Marrakech définissent les règles en précisant les questions liées aux obligations des pays développés. Parce que là aussi, il faut s'arrêter. Euh, puisque la Terre est unique et qu'une pollution fait, fait mal à tout le monde en même temps, il faudrait effectivement que ceux qui polluent le plus soient quand même, reçoivent les contraintes les plus élevées, les plus fortes. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique, on nous dit que nous sommes responsables que 3 à 5% de la pollution mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir en Afrique demander de réduire les gaz à effet de serre? Ça aussi, ça pose problème. Ça pose problème. Nous pouvons aller en Afrique négocier, mais c'est pour négocier que les autres baissent la pollution. Parce que quand ils ne baissent pas de pollution, ce dérèglement climatique mondial va venir nous toucher au même titre que tout le monde. Donc, nous restons là, nous ne sommes pas responsables de pollution, et la pollution des autres vient non seulement nous perturber par rapport à la population, au climat, mais il y a également des inondations, des incendies, des catastrophes naturelles qui nous touchent. Donc, c'est ça le problème. Il y a une certaine inégalité même dans la négociation. C'est pourquoi ici je dis la fixation des principes euh, liés aux obligations des pays développés. Je pense que les pays développés sont les pays qui sont le plus industrialisés. Ce sont les pays
qui polluent le plus, ce sont des pays qui salissent le plus l'environnement. Et donc, ce sont ces pays-là qui sont plus interpellés, plus que quiconque, par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Février 2005, COP 11, Montréal. Entrée en vigueur du protocole de Kyoto suite à la ratification de la Russie. 3 à 14 décembre 2007, COP 13 à Bali. Adoption du plan d'action de Bali. Le plan d'action de Bali constitue la décision donc, qui a ouvert officiellement les négociations post-2012 en vue de l'adoption de nos nouveaux accords internationaux d'ici fin 2009 pour, de là à 2009 pour donner une suite à la première période d'engagement du protocole de Kyoto. Donc, vous voyez que donc, déjà en 2007, le processus de négociation continuait. On préparait déjà 2009 à Copenhague, où enfin, il fallait donc avancer sur les négociations. Vous voyez que donc, de 92 à 2007, il s'est écoulé combien de temps? Il y a eu 15 ans. 15 ans, et pratiquement, on en était au point de départ. On posait les questions de la même manière, on poursuivait les mêmes objectifs, il n'y avait pas d'avancement. Bon, c'est subjectif, hein? Les gens peuvent avoir un avis différent. Et ça, c'est mon sentiment. Mon sentiment est que on pose chaque fois les mêmes questions. J'ai toujours lu les protocoles, les questionnements posés pour chaque rencontre internationale sur l'environnement, et je me suis rendu compte que quand même, philosophiquement, les mêmes questions restent. Donc, 18 décembre 2009, signature de l'accord de Copenhague au niveau des chefs d'État lors de la COP 15. L'accord de Copenhague est un texte sans précédent qui rassemble des orientations à l'échelle planétaire sur le traitement du changement climatique, en particulier sur la réduction des émissions et les financements pour les pays en développement pour les prochaines décennies. Je pense que c'est ça, en fait, là où je vais faire une clarification. On dit les financements pour les pays en développement. Est-ce que ici, on doit entendre financement pour les pays en développement, pour les aider à dépolluer, à arrêter les gaz à effet de serre, ou bien c'est financement des pays en développement pour les dédommager par rapport aux catastrophes naturelles causées par la pollution, le réchauffement climatique causé par les autres États industrialisés. Est-ce que c'est un dédommagement ou bien c'est un aide à faire face? Moi, je pense qu'il est plutôt question de dédommagement. La règle du pollueur-payeur, le préjudice, le coût d'opportunité. Parce que ce qu'on appelle les externalités négatives. Je suis les États-Unis, je pollue 30% à 40% de la planète. Eh bien, ces pollutions-là que je fais augmentent la température mondiale et créent des dérèglements climatiques qui causent des milliards de pertes au Sénégal. Eh bien, je vais essayer au moins de dédommager le Sénégal pour quelques milliards. Bon, je comprends qu'il y a le Millennium Challenge Corporation, le Millennium Challenge Accord, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais quand même, il faut quand même savoir qu'il y a cette dimension de dédommagement qu'il faut entendre donc dans effectivement ce problème lié au financement pour les pays en développement. 10 décembre 2010, signature des accords de Cancun, Mexique, lors de la COP 16. Ce sont des accords qui consolident dans le système au Niger les éléments esquissés par l'accord de Copenhague. Donc, il y a une certaine logique des négociations, un suivi sur le plan international qui a toujours été fait au niveau donc de ces négociations internationales. 28 novembre, 9 décembre 2011, COP 14, bon, à Durban. Cette conférence a décidé du lancement d'un processus, ce qu'on appelle la plateforme de Durban, devant mener à l'adoption d'un accord universel en 2015. Bon, on va voir est-ce que cet accord universel-là a eu en 2015. Bon, il y a eu un accord, on verra. 22 juin 2012, sommet de la Terre à Rio, Rio plus 20. 20 ans après Rio, bon, je reparti à Rio. Voyez, donc, toujours, il n'y a pas eu la mayonnaise, il n'y a pas eu la formule pour avancer. 20 ans après Rio. 26 novembre, 7 décembre 2012, accord de Doha. Décembre 2014, COP 20 à Lima au Pérou. Conférence cruciale pour la préparation de la COP 21. Bon, la COP 21 était quand même l'une
des rendez-vous de négociation, l'un des rendez-vous de négociation les plus célèbres, hein. Je sais qu'il y avait beaucoup de bouillonnement, il y avait beaucoup de, pour la COP 21 quand même, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup vraiment d'attentes de la communauté internationale. Donc, le 12 décembre 2015, il y a eu l'adoption de l'accord de Paris lors de la COP 21 au Bourget. Ces objectifs visant à contenir la hausse des températures sous 1,5 moins 1,5 degrés Celsius. Bon, on devait réduire la population, la température. Bon, il fallait donc vraiment réduire les températures. Il fallait donc éviter à ce que la hausse des températures qui pouvaient aller jusqu'à 2 degrés soit, soit baissée. Bon, je pense que ceci, c'était important, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation aux conséquences du changement climatique et la mobilisation des financements. Bon, moi j'ai un problème à ce niveau, mes chers participants, mes chers collègues. Le problème, c'est que on parle de financement pour l'environnement. Bon, voilà euh, une économie mondiale qui produit environ 100 000 milliards de dollars de PIB. 100 000 milliards de dollars de PIB. Et qui en consomme environ 80 000 milliards de dollars. Et qui épargne chaque année de l'argent inutile, 20 000 milliards. Et ces 20 000 milliards-là, il y a la FAO et les autres ONG qui demandent environ peut-être 100 à 200 milliards de dollars pour régler les problèmes de la faim et des inégalités et de la pauvreté dans le monde. Bon, c'est vrai que la FAO vote des budgets de 3 à 4 milliards de dollars par année. Bon, 3 milliards de dollars par année, quoi. 3 à 4 milliards de dollars par année. Et la FAO dit qu'avec peut-être plus, elle aurait pu quand même avoir la possibilité de réduire la pauvreté, la faim dans le monde. Alors qu'il y a 20 000 milliards environ d'épargne dans le monde, les ONG et les organismes internationaux qui veulent réduire la pauvreté et lutter contre les inégalités ne demandent que peut-être 10%, 1% de cet argent-là. Ou bien ils ne demandent que peut-être 1% de cet argent pour régler le problème de la faim. Moins de 1%, ils demandent. Et pourtant, il y avait des accords internationaux qui disent qu'effectivement, il faut consacrer jusqu'à 0,7% du PIB mondial pour aider les pauvres. Mais aujourd'hui, quand on vous dit que les ONG sur le plan international peinent à rassembler 10 milliards de dollars pour faire leurs activités à travers le monde et essayer d'abréger la souffrance des populations mondiales, comparé aux 20 milliards d'épargne, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on dégrade la nature, on stocke de l'argent sur la base de la dégradation de la nature, alors que cet argent-là, on n'en a pas besoin. C'est fou. Mais c'est fou. On fait la croissance, on accumule au jour. En même temps, l'arbre sur lequel nous sommes assis, nous sommes en train de le couper pour tomber. On fait de l'épargne. On accumule de l'argent sur la base de la... Vous partez en mer, vous prenez des thons, vous les mettez dans des pots de conserve, vous les vendez, vous accumulez l'argent. Une partie du thon, vous ne le consommez pas, vous jetez. Vous partez dans la forêt, vous coupez les arbres, vous prenez de l'argent, vous le stockez, vous ne le consommez pas. Eh bien, c'est fou, quand on parle de financement, moi, ça me pose problème. Je me dis qu'il y a quelque part où ça bloque, il y a quelque part où l'humanité a des difficultés pour comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi, donc, je dis, la mobilisation des financements, c'est ça que ça m'inspire. Après, vous avez novembre 2016, euh, COP 22 à Marrakech. La conférence de Marrakech marque le début des négociations des règles d'application de l'accord de Paris. Novembre 2018, COP 24 à Katowice, en Pologne. Conclusion et adoption des règles d'application de l'accord de Paris, à l'exception de celles concernant. Vous voyez, donc, il y a un certain suivi, mais il n'y a pas de résultat, à mon avis, pour régler les problèmes. Les problèmes restent entiers, les inégalités restent entières, la pauvreté reste entière, les inondations restent entières, les incendies restent entières, les problèmes restent entiers. Décembre 2019, comme 2025 à Madrid, les actions au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques concernant les peuples et préjudices sont renforcées. Le 30 octobre au 13 novembre 2021, COP26 à Glasgow. La COP26 a permis de rehausser l'ambition climatique mondiale, de finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, d'adopter les règles d'un marché international de carbone
et de finaliser le cadre de transparence des engagements de Paris, des partis à l'accord de Paris. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre en 2021? C'est qu'effectivement, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. Des résultats qui ont été, mais très maigres par rapport aux anticipations à faire. Pourquoi je parle d'anticipation? C'est que si vous êtes en 2010, vous voyez que la population mondiale est de 6 milliards d'individus. Vous savez que l'augmentation de la population mondiale se fait en moyenne de 2%. Donc, vous savez effectivement que il y aura 120 millions de personnes de plus en 2020. Et ces 120 millions de plus, il faut produire pour eux. Ces gens-là vont polluer, ils vont faire des ordures, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui a arrêté là? Qu'est-ce qui a arrêté? C'est que l'échelle d'accumulation de la fortune basée sur une population de 6 milliards va être proportionnelle à l'échelle de la dégradation de l'environnement pour prendre en charge une population de 6 milliards 200 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est juste qu'on fait des résultats, mais l'augmentation des besoins, la voracité, la férocité de la dynamique capitaliste vient avec une teneur en dégradation de l'environnement supérieure à la teneur pour 6 millions d'habitants. Vous voyez donc qu'on a des résultats, mais les résultats là, ce sont des résultats qui disparaissent, qui sont phagocytés par le surplus maintenant de dégradation qu'on crée par la suite. Et ça, c'est le problème qu'il faut régler. C'est pourquoi ici, j'ai compris pourquoi ils ont dit que rehausser l'ambition climatique mondiale, finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, adopter les règles de marché international de carbone et finaliser le cadre de transparence des engagements et des pratiques de l'accord de Paris. Bon, ça, c'est bien. C'est bien formulé, mais euh, on va voir ce qui va se passer. Et là, j'ai laissé 2023, il y a eu quand même à Paris un bilan qui a été fait. Je ne sais pas si c'est à Paris ou pas. En 2023, il y a eu un bilan. Et ce bilan-là devait préparer la COP29. Je vais parler de la COP29 à la fin. Mais pourquoi je dis euh, l'économie est le nez de la guerre? Et que tant que la communauté internationale n'invente pas une formule pour faire face à cette situation, de négociation en négociation, on va enregistrer des échecs. Il y a un piège. Et ce piège-là, ça s'appelle croissance économique et quête d'hégémonie et de pouvoir à travers le monde. Analyse géoéconomique en rapport avec la situation de l'Afrique. Je pense que l'Afrique est un continent qui est un peu mal parti. Parce que quand même, quand vous représentez moins de 4% du commerce international, vous n'êtes pas un marché significatif pour pouvoir représenter quelque chose. C'est tout l'enjeu de l'unité africaine, de l'intégration des marchés africains, du commerce intra-africain, pour représenter quelque chose. C'est pourquoi je dis, les Africains ne peuvent rien demander si véritablement ils n'ont pas l'envergure nécessaire. Ils seront toujours laissés pour compte des négociations internationales. On les invite, mais malheureusement, leur voix ne porte pas. Parce que c'est l'économie qui compte. Rappelez-vous que les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, se sont réunis à Durban en 2013. Et rappelez-vous ce qui se disait. Se disait que voilà, les cartes de la géoéconomie et géopolitique internationale ont été distribuées sur la base de l'économie. Les États-Unis sont les plus forts parce qu'ils ont un PIB plus élevé. Après, la Russie est là, le Japon, ils ont pris les veto. Maintenant, nous, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, nous sommes devenus forts. Il faut que les cartes de la géopolitique internationale soient redistribuées. Et jusqu'à présent, ils font cette réclamation. Quand les gens n'ont pas répondu, ils ont récemment créé la Banque du Sud pour faire de nouveaux instruments de paiement. Rappelez-vous, l'année dernière, les BRICS ont créé la Banque du Sud pour réagir par rapport à l'immobilisme international, par rapport à leur récrimination, par rapport à leur réclamation. Comme l'économie, pour avoir du pouvoir géopolitique, il faut avoir de la croissance, il faut avoir de l'argent. Eux, ils ont dit, maintenant, on a de l'argent. Rejouer les cartes. L'Afrique du Sud et l'Afrique doivent avoir un veto maintenant. Il faut qu'on soit présent dans le Conseil de sécurité de l'ONU.
Et ça, on le réclame jusqu'à présent. Parce que c'est l'économie qui joue. Les Africains commencent maintenant à représenter quelque chose. L'Afrique représentait plus de 11%, 11,8% du PIB mondial en l'an 1000. L'Afrique représentait 6,6% du PIB mondial en l'an 1700. Et en l'an 2000, l'Afrique représentait 3,1% du PIB mondial. Aujourd'hui, l'Afrique représente maintenant 4% du PIB mondial et plus de 3% du commerce mondial. Ce qui fait que l'Afrique est en train de reprendre un peu de valeur. Mais ce qui est important, c'est que les Africains ont de la matière pour négocier. Maintenant, les Africains ont de la matière. Ils sont conscients de la matière qu'ils ont pour négocier. Quand l'Afrique était faible et ne pouvait pas bien négocier, c'est quand l'Afrique avait des matières premières et que ces matières premières-là lui échappaient à 100%. Mais aujourd'hui, les Africains ont combattu pour qu'une grande partie de leurs matières premières soit contrôlée par eux. Ce qui fait que donc la donne change. Même si l'Afrique ne représente que 4% du PIB mondial, nous avons des matières premières qui sont l'ingrédient principal de la cuisine économique mondiale et qui doit quand même être un support pour négocier. Nous avons des ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz. Au Sénégal, on en a découvert à Gogo tout récemment. Il y a eu l'Angola qui a pu négocier. Bon, c'est vrai que les premiers contrats qui avaient été signés étaient des contrats quand même dans lesquels les Africains n'étaient pas quand même en bonne posture. Mais aujourd'hui, les nouveaux contrats ont permis aux Africains quand même de négocier. Le Sénégal entend quand même asseoir une bonne dynamique de négociation pour une meilleure valorisation pour ces populations de ces ressources naturelles-là. Et donc, l'Afrique a donc quelque chose pour négocier maintenant. C'est vrai que la logistique internationale nous échappe. Le financement international, nous sommes encore dépendants sur le plan monétaire, mais je pense que dans quelques années, des changements vont être opérés et les Africains pourront représenter quelque chose. Donc ça, c'était la situation de l'Afrique. Mais nous sommes en théorie des jeux. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une guerre froide économique. Une grande guerre froide économique qui se passe sur fond de quête d'hégémonie économique. Et ni les États-Unis ni la Chine, bon, je donne ces exemples-là, n'accepteront facilement de concessions sur leur quête de croissance et de puissance. Les États-Unis jouent le maintien, surveillent les faits et gestes de la Chine et adaptent leur jeu par rapport aux choix économiques opérés par ce géant. Donc, il n'y a pas de cadeau à attendre. La course à la croissance économique et le creusement de l'écart économique vis-à-vis des autres puissances est un objectif qui ne saurait souffrir d'aucune restriction. Moi, c'est ça mon point de vue. Parce que si vous dépolluez, vous faites attention à l'environnement, vous décélérez sur le plan économique. Donc, les gens ne veulent pas décélérer. En même temps, la Chine cultive alimente son ambition de dominer le monde et de résoudre la pauvreté, l'ensemble d'une bonne partie de son milliard d'habitants. Elle n'est donc pas prête à décélérer économiquement. Ça c'est vraiment un secret de politique. On peut négocier sur le plan international, dire tout ce qu'on veut, mais malheureusement, aucun pays n'est prêt à décélérer, quoi. Le même combat est rationnellement mené par les autres puissances de la planète, quelles que soient leurs préoccupations environnementales. Dès lors, la croissance économique et l'abondance décriées en Occident et qui serait à l'origine de la dégradation, de la dilapidation de l'environnement, ne peut pas être découragée vu la configuration actuelle des relations internationales. C'est-à-dire que tant que l'argent continuera à être le support pour dominer le monde et faire ce qu'on veut, dominer le monde, contrôler l'ONU, contrôler la Banque mondiale, contrôler le FMI, faire ce qu'on veut, ben, personne n'acceptera quand même d'être au bas de l'échelle. Parce que c'est ce qui a causé ce problème-là aux pays africains. Devant une telle perspective, le développement durable, donc, reste un vain mot. Ça reste un vain mot. On avait dit que, rappelez-vous, le développement durable, c'est un développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins tout en ne compromettant pas la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. Mais euh, ça c'est aggravé. Hein? On pouvait le dire en 1970 tout en ayant beaucoup d'espoir. En 1980, on pouvait le dire tout en gardant l'espoir. En 1990, on pouvait le dire tout en gardant l'espoir. Même en 2000. Mais aujourd'hui, avec l'aggravation de la situation, l'immobilisme, les négociations à répétition sans grand résultat, on a raison de s'inquiéter. Les ressources de la planète continuent d'être dilapidées au nom d'une quête d'hégémonie collectivement dangereuse. Les générations actuelles satisfont abondamment leurs besoins.
et les générations futures risquent d'avoir des difficultés à satisfaire les leurs. Ça, c'est vraiment le sentiment que nous avons. Bon, de toute façon, ici, au niveau des pays africains, nous savons que, effectivement, ça, c'est la réalité. Je me rappelle que quand le Sénégal signait ses accords pour le pétrole, bon, les multinationales s'étaient arrangées pour ne pas diligenter les enquêtes environnementales nécessaires. Aujourd'hui, le Sénégal, qui était une côte, 770 kilomètres de côte, très poissonneuse, a commencé à exploiter le pétrole. Et on ne nous a pas dit jusqu'à présent quel impact sur la mer et sur les activités de pêche cette activité de pétrole offshore et de gaz offshore va avoir, quel impact il va avoir sur la pêche, sur les activités de pêche. Parce que pour moi, si euh, on détermine à quelle hauteur ces activités-là vont dégrader l'environnement et qu'on commence à réfléchir tout de suite sur un plan de dédommagement et de recyclage des pêcheurs vers d'autres activités, parce que moi, je me dis que si le pétrole et le gaz exploités en mer génèrent des ressources conséquentes, substantielles, significatives pour le Sénégal, le fait d'avoir un mécanisme qui permet de financer, de dédommager les pêcheurs qui seront impactés, pour leur permettre quand même de se recycler même dans d'autres activités, ça peut être intéressant. Parce que le Sénégal également risque, il y a un risque à ce niveau, parce que quand le tourisme s'est développé au Sénégal dans les années 70, avec les surplus économiques qui avaient été donc accumulés à travers l'activité extractive, beaucoup de Sénégalais qui habitaient la petite côte, beaucoup d'agriculteurs qui habitaient la petite côte, qui habitaient les zones où le tourisme s'est développé, ont abandonné les activités agricoles pour s'adonner à des activités touristiques. Aujourd'hui, une partie de la pauvreté dans ces zones-là est expliquée par le fait que le tourisme a décliné alors que ces gens-là ne sont plus habitués à faire de l'activité. Il n'y a plus même les terres. Il ne faut pas avoir la même erreur. Au Sénégal, aujourd'hui, on a du pétrole et du gaz. Il faut éviter à ce qu'on recycle des pêcheurs, des Sénégalais, dans le secteur gazier, alors que c'est des secteurs qui vont se tarir. L'exploitation du pétrole et du gaz est prévue pour 30-40 ans. Pour parler de développement durable, il faudrait que le gouvernement soit regardant sur pour ne pas faire ces mêmes erreurs-là. Qu'on laisse des Sénégalais se recycler dans des activités qui vont finir au jour et qui vont les détourner de leurs activités traditionnelles. Parce que ça aussi, c'est une remarque qu'il faut faire et qui a touché beaucoup de pays africains. Ça, c'est une situation qui est très fréquente dans les pays africains. Quand vous partez au Togo, vous partez au Bénin, vous partez surtout au Gabon, au Congo, vous allez voir ces problèmes-là qui sont en train de créer de la pauvreté. Parce que les potentialités énergétiques, les potentialités extractives, pétrole et gaz, c'est des choses qui s'attarissent, c'est des choses qui baissent. Et d'ailleurs, c'est pas très stable. Si vous prenez un pays comme le Nigeria, dont 75% du budget dépend des ressources pétrolières et gazières, à chaque fois que le baril du pétrole baisse de prix et que le recette baisse, le Nigeria a des difficultés de finances publiques. Chaque fois. Donc, il ne faut pas créer ces dépendances-là. Je pense que quand on parle de développement durable aussi, il faut donc aborder toutes ces questions-là en même temps. Et là, donc, j'ai parlé de quoi attendre de la COP29. Bon, c'est juste pour vous montrer que il y a, il y a les mêmes problèmes. 29e conférence des partis sur le climat a lieu en ce moment à Bakou, du 11 au 22 novembre 2004. Donc, le programme thématique, c'est pour le 11 novembre, ouverture de la COP. 12 novembre, sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique. 13 novembre, sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique. Après, on va parler de financement, investissement, commerce. Après, le 15, énergie, paix, secours et redressement. On parle de secours. Vous voyez donc que ce sont les mêmes thématiques qui sont retenues. C'est vrai que c'est normal que ce soit les mêmes thématiques qui sont retenues. Après, science, technologie et innovation, numérisation. Après, vous avez journée de repos et pas de programmation thématique pour le 17 novembre. Après, vous avez le capital humain, enfants et jeunes, santé, éducation le 18 novembre. Alimentation, agriculture et eau le 19 novembre. Après, vous avez le 20 novembre, urbanisation, transport, tourisme. Le 21 novembre, nature et biodiversité, peuple autochtone, égalité des genres, océans et zones côtières. Négociation finale le 22 novembre. Bon, moi, je ne pense pas comment des négociations peuvent faire une journée, mais
Quand on parle de nature biodiversité, au départ de ma présentation, je vous disais que l'homme lui-même, pas les autres animaux, hein, pas les autres animaux, ni le lion, ni le singe, ni les oiseaux, ni les hiboux, ni les hyènes, les gazelles, aucun animal n'est responsable de l'état de la Terre, c'est l'homme. Parce que les oiseaux, la biodiversité font partie d'un climax, d'un équilibre environnemental. Le seul individu sur la planète qui crée des actes de déséquilibre, c'est l'homme. Et même dans les livres saints, parce que excusez-moi d'aborder un peu sur la spiritualité, même dans les livres saints, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, moi j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, et vous allez voir que le Seigneur, à chaque fois, il parle de déséquilibre. Et quand il dit corruption, les gens pensent qu'il parle de corruption comme nous l'entendons. Il parle de déséquilibre. Voilà tout sidou fil arbre. Dans le Coran, il dit voilà tout sidou. Ne semez pas de déséquilibre. Vous avez trouvé la terre en équilibre. Essayez de tout faire pour garder cet équilibre. C'est ce qu'il appelle corruption. Parce que la corruption également est un déséquilibre. Parce que bon, c'est vraiment une inégalité ou un déséquilibre. Mais pour vous dire simplement que aujourd'hui, les déséquilibres sont causés par l'homme. Ce ne sont pas les hiboux ni les singes, hein. C'est l'homme. C'est pourquoi moi, quand on dit nature et biodiversité, je donne un contenu très sérieux à ce concept-là. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'espèces ont disparu. En 2020, il a fallu laisser l'atmosphère respirer pendant quelques mois pour que beaucoup d'espèces qui avaient disparu se régénèrent. Il y a eu des espèces d'oiseaux au Sénégal. On s'est rendu compte que ces espèces-là, qui étaient très limitées dans le temps, se sont reproduites durant cette période-là. Donc, la période Covid-19 devait nous montrer effectivement, parce qu'on avait arrêté pendant un temps le transport aérien, on avait arrêté pendant un temps la pollution, le transport même au niveau des villes avait baissé. Rien que par ce phénomène-là, beaucoup d'espèces d'oiseaux et d'animaux dans la forêt se sont reproduits et ont repris donc, quand même, ont augmenté en nombre. Il y avait eu beaucoup d'augmentation des populations de certaines espèces. Pourquoi? Parce que l'humanité a arrêté de polluer pendant un laps de temps. Je pense que toute la réflexion aujourd'hui de la COP 29, c'est de tirer les leçons de la COP, de voir comment faire pour optimiser les systèmes de transport. Moi, je le disais dans le cas du Sénégal. Je dis qu'au Sénégal, chaque personne qui se lève le matin prend son véhicule. Entre la VDN, qui se situe à 4 km, 5 km du centre-ville de Dakar, et le centre-ville de Dakar, vous pouvez mettre jusqu'à 1 heure, 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que chaque Sénégalais prend son véhicule. Il n'y a aucune volonté de développer le transport en commun pour qu'au moins plusieurs Sénégalais puissent prendre les taxis et les transports en commun. Je pense que prendre son véhicule pour mettre chaque semaine 20 000 francs de carburant, ce qui te fait en un mois 80 000 francs CFA. Alors que s'il y avait un système de transport en commun correct, avec 40 000 francs d'abonnement, vous pouvez aller vous rendre du travail, avec tous les bénéfices qu'il y a dans votre poche, en termes environnementaux, en termes environnementaux, en termes de réduction des gaz à effet de serre, c'était intéressant. Mais personne ne mène la réflexion. Si vous partez dans les pays asiatiques, les gens prennent les vélos. C'est important. On prend les vélos, on prend la marche. La marche. Des fois, pour aller de là à là, les gens prennent une tchak-tchak. Ils prennent une moto ou bien ils prennent un taxi. Alors que marcher peut être bon pour le cœur et pour la santé. Donc, il y a un défaut de sensibilisation, un défaut de volonté pour quand même trouver une solution par rapport à ces problèmes-là. Le 22 novembre, il y aura les négociations finales, comme ils l'ont écrit. Bon, excusez-moi, hein, pour la conclusion, bon, ça c'était autre chose. Pour la conclusion, bon, je dis simplement que effectivement, je suis tout à fait très optimiste, très pessimiste par rapport donc à l'issue des négociations en cours, mais je suis optimiste par rapport donc aux capacités de l'homme de faire face, d'être résilient devant les problèmes les plus forts. Je pense que d'ici quelques années, quand effectivement, comme on l'a fait pour l'intelligence artificielle, pour la révolution numérique, quand les problèmes vont se manifester et que l'urgence se passera, je ne doute pas que l'humanité trouvera quand même la parade pour ne pas sombrer dans la catastrophe. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Je tiens à m'excuser s'il y a eu quand même un discours qui a blessé ou bien qui a dû causer problème. C'était juste une intention de partager mon savoir, de vous donner mon sentiment, ma compréhension des choses. Eh bien, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadbut. Merci beaucoup, professeur Jair, pour ce cours très instructif et je pense qu'il soulèvera beaucoup de débats, je n'en doute pas. Je pense que maintenant, c'est dommage que votre caméra ne marche pas. Peut-être si vous arrêtez le partage, je vais partager votre photo pour qu'on puisse savoir qui est Mounir Ndiaye. Et je pense que nous allons laisser la parole à l'ENS pour que Madame Béatrice Cohen puisse discuter quelques aspects de votre cours. Vous pourrez ensuite échanger un tout petit peu avant qu'on laisse la parole à l'auditoire du côté de l'ENS, mais également du côté de l'Université Iba Der Thiam de Thiès pour poser des questions et pour interagir avec vous. Euh, donc, juste, professeur, arrêtez le partage. Professeur Ndiaye. OK. Commencer ça. On peut aussi commencer la discussion. Oui, je pense. Encore des... Oui. Vous voulez partager du côté de l'ENS? Prof Ndiaye, J'ai pas merci de, Oui. d'arrêter le... j'ai pas de projection, c'est pas très gênant. Ah, c'est bon. Donc, bon. Ah, Merci beaucoup pour ce panorama et cette présentation qui est aussi un bilan, comme vous l'avez dit au début, de ce que vous avez pu observer en lien avec votre travail de professeur d'économie. Donc j'ai peut-être quelques réflexions aussi un peu générales en rebondissant sur notamment cette question des négociations qui donne l'impression de toujours revenir sur les mêmes choses sans qu'elles soient jamais résolues et où effectivement on retrouve toujours les questions économiques, à la fois économiques au sens guerre économique pour une hégémonie sur l'économie mondiale, donc plutôt au niveau géopolitique, mais aussi de l'économie au sens économie capitaliste qui va consommer des ressources et donc qui sont un peu les deux points, donc à la fois, enfin, finalement, si on regarde les négociations, donc d'un point de vue un peu distancié, donc sans regarder dans le détail, il y a quand même cette année, le grand thème, c'est la question de la finance, notamment des transferts financiers, donc augmenter euh, les transferts financiers du nord vers le sud, et donc des pays historiquement responsables des changements climatiques vers les pays qui ne sont pas historiquement responsables, mais qui en subissent les conséquences. Et l'autre point qui a été beaucoup discuté l'année dernière, c'était la sortie des énergies fossiles. Donc, il y a eu pour la première fois l'année dernière la mention de l'ambition, l'objectif d'une transition hors des énergies fossiles enfin, qui était aussi quelque chose qui a été arraché de force, après avoir été longuement discuté. C'est une question qui est revenue de très nombreuses fois et on peut être surpris qu'il ait fallu une trentaine d'années, alors qu'on sait depuis le début que la cause du changement climatique, c'est la combustion d'énergie fossile, pour que ce soit acté dans les textes de négociation, ça a pris beaucoup de temps. Et je pense qu'on retrouve là dans ces deux enjeux en fait construire une économie qui n'est plus basée sur les fossiles et donc qui n'est plus émettrice de gaz à effet de serre, d'une part, et d'autre part, reconstruire une géopolitique ou géoéconomie qui se rééquilibre donc qui ne repose pas uniquement sur de l'extraction capitaliste de combustibles fossiles, essentiellement consommés dans les pays du Nord, les pays développés. Euh, aux dépens de pays du Sud qui continuent aujourd'hui enfin, c'est pas ça. Maintenant, il y a plus de différenciation entre les BRICS et le reste des pays du Sud, mais en tout cas à moins contribuer au changement climatique. Donc, il y a ces deux aspects qui, je trouve, ressortaient très bien dans votre présentation et qui sont aussi enfin,
à mon sens, des dilemmes vraiment au cœur des enjeux de négociation et des choses qui n'avancent pas. Euh, donc peut-être un point de questionnement qui rejoint mes travaux et le cours que je donnerai la semaine prochaine, en fait, si on regarde la façon dont les questions économiques qui sont discutées et dont l'évolution de l'organisation de l'économie se manifeste, peut-être une question qui se pose, c'est est-ce qu'on voit l'économie qui s'adapte finalement au changement climatique pour continuer à développer les mêmes modèles, donc à intégrer les contraintes climatiques, donc ça, par le biais par exemple des marchés carbone, je vais y revenir peut-être un peu après, ou est-ce que au contraire, par le changement climatique, les discussions, même si elles avancent très lentement dans les négociations, les rééquilibrages qui se font ou les tensions qui finissent par apparaître et à ne pas réussir à se résoudre face à une urgence qui s'accroît, ça amène des ouvertures pour transformer l'économie. Et donc, je vais peut-être avancer quelques exemples qui vont dans les deux sens sans prendre de position particulière. Donc, sur le côté de l'économie qui s'adapte à la contre les changements climatiques, qui l'intègre sans se modifier. Donc, j'ai mentionné les marchés du carbone. Donc, c'est aussi un point qui est très fortement négocié. Donc, c'est le fameux article 6 qui n'arrive pas à être finalisé, enfin, mis en opérationnalisation dans l'accord de Paris. Donc, l'article 6, c'est l'article qui régule les marchés de quotas carbone au niveau international. Donc, à la fois, enfin, notamment les marchés hérités du protocole de Kyoto qui avait mis en place la possibilité d'échange entre pays de quotas carbone et les marchés volontaires qui sont, on ne sait pas trop à quel point ils seraient intégrés. Enfin, je ne suis pas dans le détail des négociations de l'article 6 qui sont extrêmement compliqués, donc je ne sais pas exactement où ça en est, mais il y a des enjeux aussi de quel lien on fait entre les marchés volontaires, en tout cas à ma connaissance, et quelle standardisation il y a. Et donc, de ce point de vue-là, quelque part, l'histoire des marchés du carbone, qui ont été beaucoup poussés par des pays, par exemple, comme la Norvège, qui est un pays pétrolier développé, qui, au début des élections climatiques, avait comme position officielle de dire, bah, nous, on développe du pétrole, on a une énergie qui est décarbonée parce qu'ils utilisent de l'hydroélectricité, donc, enfin, un peu de pétrole, mais ils ont beaucoup d'électricité, donc ils sont passés aux voitures, aux véhicules électriques, là, récemment, c'est vraiment en train de devenir dominant. Et de l'autre côté, mais en même temps, on produit du pétrole, donc on va plutôt pousser pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Sud. Et on a beaucoup dans les scénarios qui informent les négociations, finalement, une tendance qui n'est pas forcément volontaire ou qui est pas, mais ce que dit la théorie économique en fait pour optimiser et réduire les émissions à moindre coût, ça amène souvent à dire bah c'est moins cher d'aller réduire dans les pays qui sont moins développés, qui n'ont pas encore les infrastructures, qui ont moins de dépendance aux combustibles fossiles. Et donc c'est là que un modèle économique qui va chercher à optimiser va privilégier, va indiquer qu'il faut privilégier les réductions. Donc c'est un peu la logique derrière les marchés du carbone, dire bon bah on va commencer par faire les réductions d'émissions là où c'est moins cher. Ce qui pose beaucoup de questions aussi d'efficacité parce que c'est aussi là où il y a le moins d'émissions à réduire. Donc c'est pas et c'est là où si c'est moins difficile, peut-être que ça prend moins de temps. Donc mais c'est bien sûr très discuté. Mais en même temps, ces marchés du carbone vont permettre d'intégrer la contrainte de réduire les émissions de gaz à effet de serre au fonctionnement normal des entreprises, donc notamment avec le développement ensuite des marchés du carbone volontaire où une entreprise comme Google va pouvoir afficher que votre recherche sur Internet est neutre en carbone. C'est pas parce que Google n'utilise pas du tout d'énergie carbonée, c'est parce qu'ils ont aussi beaucoup acheté des certificats ou je sais pas, des morceaux de forêt dans les forêts tropicales qui sont assez difficiles à tracer. Donc ça, on peut lire ça comme bon, finalement le capitalisme arrive à inclure sa critique. C'est et à construire des infrastructures assez élaborées pour continuer à extraire des ressources sans repenser les équilibres. Alors du côté peut-être plus optimiste, il y a quand même eu des mouvements de fond. Alors l'objectif de l'accord de Paris était justement de dire bah finalement on n'a pas réussi avec le protocole de Kyoto à contraindre les pays développés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il faut qu'on arrive pour inclure tout le monde, trouver un dispositif qui n'est pas contraignant, mais qui part par l'incitation finalement. Donc l'accord de Paris est assez souple en termes d'objectifs global. Il y a un cadrage par l'ambition de 1,5 degré ou 2 degrés. Et après ça, c'est les pays qui proposent leurs objectifs et on essaye d'évaluer s'ils respectent ou non ce cadrage.
Et en fait, ça va avec l'idée qu'il faut produire un discours de transformation, donc qui a été, notamment mes collègues Stéphane Aïkout, Jean Foyer, Edouard Morena, qui ont qualifié ça de diplomatie incantatoire, en fait, où on essaye de faire exister la perspective, et comme si elle était inéluctable et imminente, d'une économie décarbonée, en espérant que ça va amener les investissements et les États à se transférer sur des énergies non carbonées. Et donc, ça peut paraître un peu illusoire, mais c'est vrai que euh, le mouvement l'année dernière de dire on va inscrire dans les textes qu'on va sortir des énergies fossiles, c'était vraiment cette idée de dire bah voilà, il n'y a pas de futur, donc il faut aller placer l'argent ailleurs. Et vous avez d'autres mouvements, notamment au niveau des acteurs du secteur financier, donc essentiellement les réseaux des banques centrales qui ont mis en place un réseau qui s'appelle le réseau pour verdir le système financier, qui essaye justement de faire exister le changement climatique comme une menace physique et comme une réalité qui va forcer la transition, de façon à le faire peser dans les décisions d'investissement des acteurs à la fois publics et privés, donc financiers. Bon, c'est difficile, ça existe depuis 2017, donc c'est relativement récent. C'est difficile d'évaluer à quel point c'est quelque chose qui permet de recréer des nouveaux produits financiers, de nouvelles logiques financières et d'avoir un nouveau profit, une nouvelle source euh, de capitalisation et de profit de l'investisseur, ou qui va effectivement transformer les décisions d'investissement. En tout cas, il y a des efforts des acteurs qui sont au cœur de l'économie, qui il y a une quinzaine d'années ne se souciaient pas particulièrement du changement climatique, pour dire bah non, ça nous concerne. C'est quelque chose qu'il faut faire exister dans le secteur financier aussi. Donc je pense qu'on est un peu entre les deux. Et peut-être pour alimenter la discussion intercontinentale, une question qui serait un peu en forme pour prendre l'idée du bilan, finalement, pour professeur Ndiaye, qu'est-ce que votre carrière de professeur d'économie, enfin, en quoi ça informe votre pensée sur le changement climatique? Et peut-être, deuxième partie de la question, est-ce que vos observations sur l'évolution des négociations climatiques, sur le changement climatique, changent un peu votre rapport à votre discipline, qui est l'économie, donc quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'elle peut apporter à la discussion? Voilà. Ah, merci beaucoup. Merci. Vraiment, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Il y a des aspects même que j'aurais dû aborder, que vraiment vous avez abordé. C'est des aspects liés, par exemple, ce que j'appelle les mécanismes d'optimisation carbone, quoi. Optimisation, pas dans le sens maximisation, mais optimisation dans le sens de minimisation des impacts environnementaux. Par exemple, les taxes carbone, des marchés carbone. Bon, ça, c'est des sujets quand même qu'il fallait que j'aborde d'ailleurs. Parce que c'est des mécanismes quand même qui plus ou moins prometteurs, qui peuvent quand même permettre d'avoir plus de résultats. Parce qu'aujourd'hui, si on arrive à mettre ça, parce qu'au Sénégal, par exemple, on a beaucoup de choses qu'on dit ici, hein. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, les financements verts qui se développent dans le pays. Pour tout simplement, au niveau des banques, moi, je vois qu'il y a quand même un certain nombre d'outils et d'instruments qui peuvent être mobilisés pour avoir plus de résultats. Mais pour cela, il faudrait quand même qu'il y ait une plus grande prise de conscience. Parce que moi, quand j'ai regardé le reportage de Al Gore que je regarde tout le temps, je regarde, il a fait un reportage sur l'environnement qui est disponible un peu partout. Je me suis dit que quand même, il y a un défaut d'effort de la part des autorités internationales, des dirigeants du pays. Il y a un défaut d'effort de compréhension. Même si ces dirigeants-là sont en train de conseiller, peut-être que ces conseils-là ne les orientent pas, ne forcent pas, vraiment ne les mettent pas dans la contrainte d'accepter d'enfourcher leur manteau d'optimisateur. C'est-à-dire, moi, je dis optimum, c'est réduire, donc c'est minimisation.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mécanismes aujourd'hui, d'outils qui existent à travers les marchés de droit à polluer, on les avait théorisés depuis longtemps. Il y a eu, ça a évolué vers les marchés carbone et ainsi de suite. Il y a des logiciels qui sont développés, qui sont utilisés par les États. Il y a des avantages qu'on peut avoir sur le plan international. Il y a des financements pour cela. Mais il y a un défaut de connaissance de cela. Je pense que même ici en Afrique et dans le monde entier, c'est comme si les dirigeants n'écoutaient pas leurs conseillers sur le plan environnemental. Parce qu'il y a, comme vous le dites, hein, il y a beaucoup d'instruments. Pourquoi je suis optimiste? Moi, je base mon. Pourquoi je suis pessimiste un peu par rapport aux négociations à court terme? Moi, je me base sur quand même ce manque de volonté qui peut être saisi à travers les autorités, à travers les dirigeants du monde entier. C'est par rapport à cela. C'est vraiment le manque de volonté. Mais je ne remets pas en cause tous les mécanismes et tous les outils qui peuvent être mobilisés aujourd'hui pour avoir des résultats plus conséquents. Même si réduire la pollution et éviter le dérèglement climatique, ça peut être vraiment, vraiment prohibitif, ça peut être difficile. L'autre aspect, c'est le capitalisme. Quelqu'un m'a posé la question en message. On me dit que donc, est-ce que la scission qu'il y a entre les mondes maintenant, avec les BRICS qui sont en train de se rebeller et de naître, mais ça, moi, je ne pense pas que ça va avoir un impact à court terme. C'est vrai qu'à long terme, il y aura une nouvelle philosophie du pouvoir à travers le monde. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui sera donc fragmenté. Et effectivement, cette fragmentation du pouvoir va faire éviter à l'humanité qu'il y ait un seul mécanisme pour arriver à un pouvoir unique. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Nations Unies ou bien il n'y a que l'Occident qui peut mettre en branle un dispositif de pouvoir que les gens vont chercher à obtenir. Non, il y aura beaucoup de pouvoirs fragmentés qui existeront. Et ça va tout simplement apaiser les velléités de domination au niveau des États. Parce que si on arrive à travers le monde d'apaiser, de réduire les velléités de domination, ça pourrait quand même pousser les États à partager. J'ai bien aimé l'ouvrage de Yves Pacalé, hein, qui a fait un ouvrage en 2006 pour dire l'humanité va disparaître. Bon débarras. Et dans cet ouvrage-là, il dit décroître et partager. C'est-à-dire que pour lui, il y a possibilité de se partager les richesses déjà qui existent en laissant la terre respirer. C'est-à-dire qu'on essaie quand même. Par exemple, j'ai parlé de 20 milliards d'épargne. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas réfléchir sur comment se renoncer au service de production chaque année, au profit attaché à cela, pour laisser la terre respirer? Tout ça, c'est des mécanismes. Mais il faudrait quand même que les autorités étatiques, les dirigeants du monde, prennent conscience de cela et essayer d'œuvrer vraiment de manière très vigoureuse pour pouvoir asseoir cette dynamique-là, qu'on réfléchisse sur le fait que les richesses de la planète sont suffisantes pour que chacun vive tranquillement et que les rivalités doivent être apaisées pour tout simplement sauver la Terre. L'autre question que vous avez posée, c'est par rapport donc à ma mission de... Non, 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 ça n'a pas d'incidence sur mes croyances. Hein. Moi, j'ai enseigné l'école de l'environnement et je continue à l'enseigner. Hein. J'ai même des ateliers que je vais... dans le cadre du bureau que je gère au niveau de la présidence, qui est le bureau de suivi et d'évaluation des politiques et programmes publics. Vraiment, il y a une place importante qui sera accordée à l'environnement. Je me suis initié dans cette question-là, je me suis intéressé à cette question-là par rapport donc au suivi qu'on va faire de la politique environnementale de l'État sénégalais. Mais ce suivi de la politique environnementale du Sénégal, de la politique environnementale de l'État sénégalais, ce suivi-là est fortement tributaire de ce que nous allons observer dans les dynamiques de négociation internationale. C'est-à-dire que nous allons quand même être intelligents. Puisque nous ne sommes pas les pollueurs, nous avons une attitude à adopter vis-à-vis donc de cette posture de nos pollueurs à travers le monde. Donc, ce suivi-là va être arrimé donc, au dispositif international. Le Sénégal s'est fixé des objectifs. Et ces objectifs-là ont deux composantes. La première composante, c'est l'État qui doit donc faire des efforts en demandant au niveau interne, au niveau des dispositifs spéciaux, tout le monde de faire des efforts carbone. Mais également, il y a quelque chose qui doit parvenir de l'étranger en termes de solidarité internationale, en termes de captage de financement sur le plan international. Et je pense que au niveau des négociations comme la COP29, je pense que la question financière va être abordée et que comment appuyer les États dans le monde entier à faire face au dérèglement climatique, au changement climatique quand même, est une question qu'il faudrait trancher
pour tout simplement aider des pays comme le Sénégal qui en sont victimes et qui ne sont pas forcément des pollués. Donc, ma vision de la question n'entache pas ma croyance aux dynamiques qui sont en train d'être mises en œuvre. Moi, j'ai juste formulé mon manque d'optimisme par rapport donc à cette dynamique-là, mais je crois que si on continue à œuvrer, si on continue à travailler, si on continue à parler, à communiquer, à montrer qu'il y a des outils, à travailler dans la recherche. Tout à l'heure, j'ai donc rappelé une recherche qui a été donc faite au niveau de l'Université du Colorado, coordonnée à Washington, qui montre effectivement que le réchauffement climatique exacerbe l'ardeur de certains insectes pour s'attaquer aux cultures. Ça, c'est des études qu'il faut continuer à faire. Et si la science s'y met, les populations s'y mettent, les autorités s'y mettent, on pourra quand même être plus résilient que nous le sommes actuellement. Merci beaucoup. Une question, Estelle. Il y a un terme que je suis étonnée de ne pas avoir entendu de toute la séance, c'est quand même le terme d'anticapitalisme. Et est-ce que finalement, c'est pas. Et c'est pour ça que les négociations, elles tournent toujours en rond, c'est parce qu'on reste toujours dans l'idée d'un système capitaliste qui repose sur l'exploitation des ressources. Et même quand vous proposez vous donnez des exemples de choses qui pourraient faire changer l'économie, bah, ça reste quand même passer à une économie capitaliste verte, mais au final, est-ce que ça ne mène pas au même endroit et ça qui fait tourner les négociations? Je sais pas qui répond en premier. Comme vous voulez. Allez-y. Oui, alors, en fait, je pense que l'absence du terme anticapitaliste reflète surtout son absence dans les négociations. Enfin, ou en tout cas, et c'est des discours qui existent à la marge des négociations. Je pense peut-être, enfin, qui sont portés par les représentants des ONG, enfin, que ce soit des représentants des ONG plutôt, enfin, environnementalistes ou pour la justice climatique, donc qui sont plutôt du côté social. Peut-être c'est porté par quelques États dans les négociations, notamment autour de la Bolivie, qui a un discours qui est généralement plus radical, mais c'est vrai que c'est déjà tellement compliqué de faire exister la transition hors des fossiles dans les négociations que faire exister la transition hors du capitalisme, c'est encore plus éloigné. Donc je pense que c'est plus ça que ça reflète. Après, effectivement, il y a également des critiques, notamment les critiques qui émanent d'une part du champ de la décroissance, hein, qui sont de plus en plus audibles, en tout cas au niveau expert, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles qu'on retrouverait dans les mouvements sociaux, justement plus anticapitalistes, mais je ne sais pas quel est le lien entre décroissance et anticapitalisme, c'est encore quelque chose de un peu compliqué. Et des mouvements qui sont plus sur sobriété, sufficiency en anglais, économie du bien-être, encore pas forcément anticapitalistes, en tout cas qui vont pas s'affirmer comme tels, mais qui seraient plutôt pour recentrer l'économie. On peut aussi penser à un donut economics, mais on reste dans des cadres d'économie plus critiques, mais en tout cas l'idée d'adapter l'économie aux limites, quoi. Mais après, c'est sûr que, euh, et je sais pas, peut-être ce serait intéressant aussi d'avoir justement une perspective africaine sur ces questions, parce que ça rejoint aussi les questions d'extractivisme, donc qui sont pas, enfin, l'extractivisme n'est pas uniquement capitaliste, qui existait aussi dans l'Union soviétique, quoi. Qui sont, et forcément de ce point de vue-là, je pense enfin, la discussion est compliquée si on ajoute à ça les enjeux de développement, parce que il y a l'extractivisme des pays du Nord qui se manifeste aussi, enfin, d'une certaine façon, à travers les crédits carbone, qui sont une façon d'extraire de la ressource de réduction d'émissions des pays du Sud. Et après ça, des dépendances économiques entre pays du Nord et pays du Sud qui vont aussi avoir des ressources qui leur. L'exemple du Nigeria, par exemple, était intéressant de ce point de vue-là, et qui fait que la discussion dans les négociations n'est pas forcément clairement divisée entre les pays. Peut-être que ce serait intéressant justement d'avoir la perspective depuis le Sénégal.
Voilà, merci beaucoup, hein. Je pense que ça a été vraiment, bon, je vais ajouter quelque chose, mais c'est déjà pas mal la réponse. Je pense que aujourd'hui, la question du capitalisme, bon, euh, nous savons tous que moi, j'invite à tirer les conséquences. Effectivement, on peut migrer vers une dynamique de capitalisme verte, mais il y a besoin quand même d'accélérer ce processus-là. Parce que si il ne peut pas y avoir de mesures coercitives au niveau des États, parce que la loi de l'argent, c'est compliqué, hein, parce que l'argent, quand même, continue à faire ses ravages. On peut acheter avec tout l'argent. La communauté internationale n'a pas évolué dans ce sens-là. Aujourd'hui, si on ne peut pas obtenir des États que des mesures coercitives soient édictées à l'encontre du capitalisme, tel qu'il est pratiqué actuellement, avec tous ces envolées, ces exagérations ou bien ces excès qui causent des problèmes à l'humanité et à tous les excès liés aux publicités qui créent beaucoup de consommation, la surconsommation alimentaire qui crée des maladies cardiovasculaires, l'obésité et tout. Et je pense que s'il ne peut pas y avoir de mesures coercitives, si l'argent dicte aux dirigeants de se cantonner sur le maintien de tel processus en étant peut-être très sensible à l'argent qu'on peut donner, sur les taxes qu'ils peuvent encaisser, sur les emplois qu'ils peuvent sauver, et ainsi de suite, bon, là, il n'y a pas de problème. On n'aura pas de mesures coercitives. Mais on peut passer sur d'autres mécanismes parce que je pense qu'il y a la société civile internationale a un rôle important à jouer. On ne les voit pas. Tout à l'heure, Madame, comment ça s'appelle là, a abordé la question à cette question-là en disant effectivement que sur le plan international, on peut s'organiser de manière à avoir des mécanismes de capitalisme vert. La recherche scientifique peut aider à aller vers cela. Euh, mais ce que je dis simplement à ce niveau-là, je reviens sur ma position. Aujourd'hui, il y a deux scénarios qu'il faut exploiter. Que la communication internationale, la société civile internationale, les forces, les lobbies vraiment altermondialistes, comme je le dis, moi je ne fais pas partie d'eux, s'organisent. Parce que tout à l'heure, effectivement, Madame a dit ils ont été un peu absents. Même les capitalistes ont été un peu absents quand même dans les négociations. Ce qu'on appelle des capitalistes, quoi. C'est que les États qui sont là pour négocier, bon, pour voir comment on va créer des règles de normes internationales, mais ils sont un peu absents. Je pense que donc, le premier scénario, c'est de légiférer sur le plan des États, d'introduire des institutions, des règles coercitives qui imposent au capitalisme une certaine limite. Ou bien, les scientifiques, les chercheurs trouvent par ces mécanismes de capitalisme vert, de carbone et ainsi de suite, un mécanisme quand même huilé, un mécanisme efficace pour quand même qu'on ait des objectifs suivis en matière de baisse de la température, en matière d'augmentation de la température et en matière de dérèglement climatique. Qu'on ait un système de paix. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question même de savoir, tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question de savoir ici, excusez-moi, hein, je suis en train de voir la question. Est-ce que nous arrivons à un bon équilibre entre fonds de réparation et prévention des risques climatiques et l'accompagnement de la transition des pays les plus pollueurs? A-t-on une idée de quel pourrait être un bon équilibre? Ça, c'est une bonne question. Il y a également quelqu'un qui dit, nous voyons chaque jour les conséquences de la dégradation de l'environnement sur le plan mondial. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers des sanctions radicales pour contrer ces grands pollueurs qui, omnibulés par la croissance et l'abondance, risquent d'entraîner tout le monde? C'est tout le problème. Est-ce que les États, aujourd'hui, par exemple, il y a des pays africains qui dépendent fortement des multinationales et des impôts qu'ils peuvent obtenir de ces pays-là, de ces multinationales. Alors que ces multinationales-là sont les plus grands pollueurs. Mais ces États-là sont un peu coincés sur le plan budgétaire parce que s'ils touchent à quelque chose, à la dynamique de ces capitalistes-là, ça peut avoir un impact très négatif sur leurs finances. À travers le monde également, cette loi de l'argent-là est présente un peu partout. Et ça pose un problème. Donc, il est difficile aujourd'hui d'envisager à ce que des États puissent prendre des mesures pour freiner donc, cette exacerbation du capitalisme. Donc, l'autre option maintenant, c'est de voir sur le plan scientifique comment
par un plaidoyer, par des mécanismes de production verte, par des mécanismes de financement vert, par des mécanismes de carbone, de crédit carbone, par des mécanismes tout ça, qu'on essaie de voir comment effectivement régler le problème des gaz à effet de serre des gaz à effet de serre à travers le monde. Moi, je pense que c'est ça qu'il va, tout en maintenant tout ce que donc, Madame a dit. Merci. Madame nan la sax aji Falmi du waxoo madame nan la de C'est Madame Cointe, Béatrice. madame Béatrice Cointe. madame Béatrice quoi. Voilà, j'ai bien apprécié sa réponse tout à l'heure. Merci. Est-ce que vous posez des questions qui sont dans le chat? S'il y a des questions dans la salle, est-ce qu'il y a des questions dans le salle, ou pas? D'autres questions faciles. C'était Thiès, je ne sais pas si dans des Bah, questions. il y a des questions dans le chat en tout cas. Il y a eu des questions, hein. Il y a eu quelqu'un qui a dit, à vous entendre, j'ai l'impression que la fragmentation du monde devrait apporter une action climatique plus efficace. Comment les BRICS ou tout autre pôle de puissance pourrait pousser un agenda de rupture réel avec nos économies extractives? Est-ce même une bonne question en vue des échecs passés et futurs des COP? Ça, c'est une question lancinante, hein, parce que, bon, il y a des gens qui pensent que, effectivement, la fragmentation du pouvoir pourrait être une solution. Parce qu'aujourd'hui, même il y a des pays africains qui commencent à se mouvoir. Il y a même les Benivem. Il y a des Benivem qui sont en train de naître. Benivem, c'est Bangladesh, Éthiopie, Bangladesh, Éthiopie, Inde, je ne sais pas c'est où, vers c'est Vietnam, M, c'est Mexique. Il y en a qui parlent de Benivem, d'autres pays qui sont en train de naître sur le plan économique et qui vont créer d'autres questionnements pour créer. Donc, cette fragmentation du monde du pouvoir pourrait effectivement être une source pour tout simplement apaiser un peu la voracité quelque part. Et puis, un modèle pourrait se dessiner dans les années à venir. Un modèle dans un groupe, par exemple le BRICS, ou bien Benevem, ou bien les pays africains qui se posent en modèle. Rappelez-vous que les pays qu'on a appelés dragons asiatiques dans les années 1970, 1980, ce sont des pays qui ont imité le Japon. Parce que le Japon, comme quand vous lisez le livre d'Eric Israelewicz, qui a écrit quand la Chine change le monde, vous allez voir que c'est des pays qui ont donc imité le Japon. Et maintenant, tous les mécanismes d'économie verte adoptés par le Japon sont en train d'être recopiés par ces États-là. Et ces États-là sont un peu résilients quand même sur ce plan-là. Et donc, est-ce qu'il y a un modèle mondial qui va se développer? Est-ce qu'il ne faut pas aller recopier les Japonais et ces pays-là? Donc, je pense que des exemples des modèles pourraient se développer et qui seront imités si véritablement il y a cette fragmentation-là sur le plan international. Il y a quelqu'un d'autre qui a posé une question importante. Il a dit que, chez LH Omar, si nous suivons votre raisonnement, le capitalisme effréné impacte considérablement le changement climatique et vous avez même proposé un changement de paradigme. Vous êtes en phase avec les prévisions très alarmistes du GIEC qui sont rapportées, dans son rapport de 2023, index des pays champions de la pollution comme les États-Unis, la Chine et surtout l'Union européenne. Alors, en tant qu'économiste, quelles solutions préconisez-vous pour une meilleure prise en charge dans les politiques publiques? Moi, je suis un spécialiste de l'économie de la régulation. Moi, je crois fortement aux mécanismes régulateurs, aux normes. Maintenant, si ces normes-là sont enfreintes par les États qui sont censés les appliquer, parce que moi, je ne vous cache pas que je suis complètement sidéré par la manière dont l'OMC a été mise à terre. Parce que l'OMC a édicté des règles sur le plan international, sur le plan environnemental, tout. Mais malheureusement, la règle du consensus et la règle de la nation la plus favorisée ont été tout le temps enfreintes. Même la règle sur les subventions agricoles ont été enfreintes. Donc, quand les pays, les États qui sont les, les plus impliqués dans la dynamique de négociation transnationale, internationale, ce sont ces États-là qui enfreignent les règles et qui n'acceptent pas les règles. Je ne vois pas comment les autres États peuvent accepter ces règles-là. Donc aujourd'hui, la seule manière d'avoir des résultats, c'est effectivement de voir comment pousser ces États-là à respecter les normes qu'ils édictent. Une question ensuite qui est dirigée directement à Béatrice Pointe. Mais du coup, de Quentin Sago, mais du coup, comment passer d'une économie capitaliste à une économie du bien-être, ou je dirais même une économie humaniste, dans le sens où fondée sur la valorisation de la production humaine,
à quel processus économique devrons-nous renoncer pour cette transition? Je pense notamment au processus de stabilisation monétaire, qui au final contribue aussi au bien-être des populations. Alors, les travaux sur économie du bien-être, dans ce que j'en connais, c'est surtout pour privilégier en fait d'autres indicateurs que la croissance du PIB, donc s'intéresser à qu'est-ce qui est important, donc bien-être, pour permettre quels sont il y a aussi des travaux sur la vie décente par exemple, donc qu'est-ce qui est le minimum ou le nécessaire pour vivre bien. Donc c'est plutôt une redéfinition des indicateurs économiques qu'une redéfinition euh, des processus macroéconomiques en tant que tels, avec l'idée et ça va souvent en lien avec les réflexions sur plutôt post-croissance que décroissance qui est utilisée dans ces cadres-là, mais euh, donc de donc ça se rapproche de quelque chose de non capitaliste parce que c'est pas forcément sur l'accumulation. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il en est des liens entre la stabilisation monétaire et la macroéconomie. Je pense que c'est quand même des travaux qui émanent souvent de modélisation économique et donc je pense que c'est des modélisations économiques qui, du point de vue macroéconomique, sont pas complètement, sont assez en ligne avec ce qui existe. Donc je pense pas que ça remette forcément en cause ça, mais je suis pas spécialiste de l'intérieur des modèles. Et l'idée derrière, c'est quand même de découpler en fait le bien-être humain de l'utilisation, de la croissance de la consommation énergétique et fossile, quoi. Donc de pas forcément renoncer, mais de trouver des moyens qui permettent de ne plus reposer sur l'extractivisme. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. On a une autre question de Sheikh Yakoumas qui dit: comment pouvons-nous transformer les engagements des conférences en actions concrètes et mesurables en tenant compte des réalités économiques et sociales de chaque région pour garantir un impact durable? Je crois que si on le savait, on pourrait sauver les négociations. Une autre question également. Oui, oui, je pense que c'est tout à fait une question noble, hein. Il y a beaucoup de négociations. Moi, je trouve qu'il y a trop de négociations. Les négociations, ça bouffe de l'argent aussi, hein. Et moi, je suis dans la théorie des coûts de transaction. Est-ce qu'on ne dépense pas en négociation plus qu'on gagne en avantage? Ça aussi, c'est une question à poser. On se déplace, les chefs d'État qui se déplacent vont utiliser du kérosène pour aller dans un autre pays négocier. Est-ce que même euh, l'argent qu'ils dépensent en termes de carbone et tout, est-ce que c'est bon? Dans la théorie des coûts de transaction, on réfléchit en gain net, hein. Williamson, il réfléchit en gain net. C'est-à-dire que toute action qu'on intente, si ça crée des coûts supérieurs aux avantages qu'on en escompte, ben, il faut l'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, chacun est conscient du phénomène environnemental. On négocie pour mettre en œuvre. La faillite des organismes internationaux, c'est ça le problème. L'Organisation mondiale de l'environnement devrait être quand même assez outillée pour veiller à ce que chaque négociation, les règles, les normes éditées dans chaque négociation soient appliquées. Ça aurait pu permettre d'avoir des règles, des résultats depuis longtemps. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ce sont même les États qui ont été à la base de la création de ce système onusien-là qui enfreignent des règles. Regardez bien l'OMC. Vous n'entendez plus parler de l'OMC, pratiquement. L'OMC a été mise à terre par des trucs. Même nous, au niveau des pays africains, les APE, on ne les a pas appliqués. Les accords de partenariat économique, c'était quoi? C'est l'OMC qui nous avait imposé les accords de partenariat économique. Mais comme on voit que les autres pays faisaient ce qu'ils voulaient, on n'a pas respecté ce que l'OMC nous a demandé de faire. Donc, si au niveau international, les organismes comme l'Office, l'Organisation mondiale de l'environnement, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé n'ont plus de crédibilité, ça pose des problèmes de mise en œuvre des recommandations qui sont éditées au niveau des sommets internationaux. Et le capitalisme ne bougera pas. Le capitalisme, bon, sa logique, c'est la bourse. Il faut faire des résultats pour que la bourse ne dégringole pas. Donc, bon, est-ce qu'on peut rendre verte cette mécanique-là? Ça, c'est une question que Mme Cohen va répondre dans ses modélisations. On verra qu'est-ce qu'elle va produire sa modélisation.
et quelles sont les données qu'elle va utiliser pour voir. Tout à l'heure, elle a soulevé la question effectivement de la détermination du seuil de bien-être. C'est-à-dire que jusqu'où on peut dire, jusqu'à quel niveau on peut dire que quelqu'un a le bien-être et est-ce qu'il faut, comment on va quantifier le bien-être de quelqu'un sur le plan international et pour dire que la production doit s'arrêter là et que des règles internationales imposent à chaque entreprise d'encadrer même son chiffre d'affaires, d'encadrer ses profits, d'encadrer sa production, et ainsi de suite. La fonction Cobb Douglas dont on parle là, jusqu'où s'arrête la production. Il n'y a pas de limite. Les gens produisent ce qu'ils veulent. Une partie, ils vendent, une partie, elles jettent. Et ça, c'est le problème. Regardez bien toute la nourriture qui est jetée à travers le monde. Plus de 34 millions de tonnes de nourriture sont jetées aux États-Unis chaque année. Près de 40 millions de tonnes de nourriture sont jetées aux États-Unis chaque année. Presque 40 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en Asie. En Afrique, plus de 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Regardez toute la nourriture jetée, avec des gaz à effet de serre utilisés pour les produire, avec du carburant utilisé, avec des ressources dilapidées, avec des arbres coupés, avec de la mer salie. Et après, on jette. Quelles normes faut-il créer pour cela? Est-ce qu'il y a des autorités internationales ou bien des dirigeants internationaux qui sont conscients du fait qu'il faut prendre des mesures pour cela? Au moins qu'on arrête cela. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne de la nourriture en surplus jetée par des supermarchés, des grandes surfaces en France, que l'on puisse canaliser ces ressources-là. C'est vrai qu'une bonne partie maintenant est canalisée pour faire des produits fourragers, pour des produits pour chiens, mais ce n'est pas suffisant. Une bonne partie est jetée. Comment on va faire anticiper pour dire, voilà, on produit plus ici, on va essayer de tout faire pour qu'ailleurs, on ne produise pas assez, pour que tout simplement la compensation se fasse. Qui est prêt à donner des cadeaux? Bon, un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, hein, un négociateur sénégalais. Je lui ai dit, mais pourquoi vous jetez les trucs du restaurant là? Pourquoi vous jetez? Il m'a dit que non, si je donne ça, je ne vendrai. Ben, c'est un problème, ça. Et je ne donne pas, je détruis. Parce que je veux que les gens achètent. Si les gens sachent que chaque soir, je distribue de la nourriture en surplus, les gens vont se poster là le soir. Ils ne vont pas acheter. Ils vont attendre le soir pour prendre la nourriture. Je dis, mais il y a des gens qui ne vont pas faire. Non, mais ce n'est pas possible. Donc, pour vous dire simplement qu'il y a un problème euh, au niveau des capitalistes, au niveau des dirigeants, il y a un problème de légifération, un problème de réglementation. D'abord, il y a également un problème de suivi à la lettre des techniques de baisse des gaz à effet de serre, telles que les techniques carbone et tout ce qu'on a appelé financement vert, dynamique, emploi vert, et ainsi de suite. Il nous reste juste 5 minutes. Peut-être qu'on va prendre une question à Thiès, rapide et concise pour pouvoir terminer le cours à l'heure. Alors, à Thiès, si vous avez une question éventuellement dans la salle. Bon, s'il n'y en a pas, peut-être une dernière question. Sinon, Oui, il y voilà, a, il une y a, il y a question. Awa Marie, il y a Awa Oui, Marie Paul Cissé, pose la oui, question. une Bonjour, question. professeur Ndiaye. Qu'en est-il des voitures trop polluantes qui sont mises en circulation au Sénégal? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est que en 2013, il y avait un groupe de sociologues et d'économistes dont je faisais partie qui avait reçu des délégations ici au Sénégal. Mais il y avait une Allemande qui était rentrée chez elle parce que effectivement, elle avait les yeux qui coulaient. Et quand elle est fait part de Johnson, on dit que c'est la qualité de l'air à Dakar. C'est la qualité de l'air à Dakar qui lui faisait mal. Elle a dû partir. C'est la qualité de l'air. Donc, vous voyez que Dakar est une ville en serre, très polluée. Parce que toutes les... Bon, on a fait des règles pour dire que les véhicules venant de l'étranger et qui font plus de 8 ans ne vont pas entrer dans le pays, mais il y a toujours des parades que les populations inventent pour faire entrer de n'importe quel véhicule. Vous faites le tour de Dakar, vous allez voir le nombre de véhicules qu'il y a. Vous savez que ce n'est pas normal. Chaque Sénégalais veut prendre un véhicule pour aller au travail. Il n'y a pas de transport en commun. On a mis le TR, on a mis le BRT, mais les gens ne prennent pas le transport en commun. Ce n'est pas le problème. D'ailleurs, la réussite du BRT est remise en cause et va être posé un problème parce qu'ils ils ne vont pas avoir un chiffre d'affaires correct. Le TR est bombardé de personnes, mais le montage financier du TR est très cher, vous le savez. Dakar Demdik également. Mais aujourd'hui, il faut réfléchir sur le transport en commun.
et que les Sénégalais sachent que c'est en réduisant les gaz à effet de serre à Dakar qu'ils peuvent sauvegarder leur santé. 8 naissances sur 10 sont asthmatiques maintenant au Sénégal, à Dakar. Ce sont des chiffres que les médecins m'ont donnés. Ils me disent sur 10 naissances, il y en a 7, 8 qui sont asthmatiques. Et ça, c'est la responsable de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait trouver des moyens pour éviter à ce que cette situation-là s'aggrave. Parce que quiconque se met à circule à Dakar, c'est que le nombre de véhicules qui circulent à Dakar est anormal pour 0,3% de la superficie du Sénégal. Dakar, c'est 5300 km². 5300 km², dans lequel vous avez bombardé 4-5 millions de personnes. Et ça pose problème. Je pense qu'on a 2 minutes pour répondre à cette dernière question et conclure, professeur Ndiaye, professeur Pointe. Donc, Omar Diop qui dit qu'il sera difficile, à son avis, de contraindre les plus grands pollueurs puisque ce sont des puissances nucléaires qui n'hésitent pas à menacer le monde avec. Même l'ONU n'arrive pas à les raisonner, donc il est curieux de voir comment le monde va faire pour les contraindre avec des mesures coercitives. Le capitalisme a rendu les riches fous et nous pousse à compenser la valeur pécuniaire plus que le mérite et c'est inquiétant. Le capitalisme, c'est créer de la valeur, peu importe le coût écologique et sociologique. Donc, c'est plus une impression qu'une question. Donc, je vous invite Ouais, ouais. peut-être, professeur, si Ouais, vous ouais, avez un mot pour la fin. je pense qu'il y a un sentiment quand même assez clair. Hein. Je pense que aujourd'hui, bon, heureusement qu'il y a peu de pays qui ont le nucléaire, hein, d'après ce qu'on connaît, et que la menace peut-être pourrait être moins forte. Deuxièmement, c'est que c'est vrai qu'il est difficile quand même de contraindre qui que ce soit, hein, avec des mesures coercitives. Il est important. Mais aujourd'hui, le monde est malheureusement, bascule dans la compétition et dans la rivalité. Alors que philosophiquement, la rivalité, et même il y a des modèles économiques. Moi, j'ai vu une modélisation économique faite par des écoles qui montre que même la concurrence là, dont on parle, sur le plan des interconnexions des réseaux à travers le monde, il est mieux que les opérateurs coopèrent et ne fassent pas de la concurrence. Ce serait mieux pour le bien-être des populations. Donc, la rivalité et la compétition, c'est avec l'inclusion, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut choisir l'inclusion ou la compétition? C'est un questionnement qui remet en cause beaucoup de choses dans le monde entier. Même nos enfants sont mis en compétition au niveau des écoles. Il y a même des pays où même la notation est éliminée pour ne pas mettre les gens en compétition. Tu as admis ou tu n'as pas admis. Au niveau des doctorats, maintenant, on a enlevé même les récompenses, les mentions honorables. Il y a des universités qui les enlèvent. Hein. On est docteur ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de félicitations du jury ou de publication. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choix. La rivalité qui nous fait perdre beaucoup de choses, parce que quand je rivalise avec Mme Pointe, elle va partir avec ce qu'elle a, je vais partir avec ce que j'ai. Si je fais l'inclusion, je bénéficie de ce qu'elle a et elle bénéficie de ce que j'ai. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en crise à cause de cela. Le capitalisme, malheureusement, nous a mené vers la rivalité, sur la compétition, alors qu'il y a d'autres mécanismes qui peuvent être testés. Ah, c'est ça la note de fin. Bien, merci beaucoup, professeur Ndiaye. Est-ce que Madame Pointe a un petit mot à dire pour la fin? En fait, je trouve que c'est une belle conclusion. J'aurais pas vraiment mieux à ajouter. Donc, je pense qu'on peut on peut rester là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Normalement, on retrouve professeur Ndiaye et professeur Pointe mercredi prochain. Professeur Ndiaye va discuter la conférence de Madame Pointe. Donc, on serait heureux de vous voir nombreux au cours du mercredi prochain. Merci à tous et au revoir. Bonne fin de soirée. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.